Il n'y a rien qui est né grand, tout est né petit. C'est pour ça que moi, j'ai jamais vraiment voulu entreprendre seul. Trouver la personne qui en vaut 10, quitte à ce qu'elle soit au-dessus du prix du marché. Une idée qui n'est pas bonne à un moment peut être excellente à un autre. Tu fais d'abord manuellement, Ouais. après tu automatises et après tu scales. C'est comme ça que tu passes de 10 à 100, à 1000, à 10 000, à 1 million, à 10 millions, à 100 millions d'utilisateurs comme il y a aujourd'hui sur Blablacar. Bonjour à tous et bienvenue dans Business Lunch. Aujourd'hui, on visite les coulisses d'une boîte de légende. Évidemment, qui n'a pas entendu parler de Blablacar? Salut Fred, bienvenue. J'interromps l'épisode 2 secondes pour te donner un bon plan. Si t'en as marre des événements B2B ronflants, les Big Boss, ce sont les événements premium qui connectent des porteurs de projets dans le marketing digital avec des partenaires vraiment qualifiés et des pairs. Comment ça fonctionne? Via un matchmaking ciblé. Des rencontres stratégiques pour avancer concrètement sur tes enjeux, des insights et des contenus exclusifs pour affiner tes décisions et de vraies opportunités business dans des cadres exceptionnels. Alors si toi aussi tu crois très fort au pouvoir du réseau, rejoins-nous. Le lien pour t'inscrire est en description et en attendant, bon épisode à tous. Est-ce que tu peux te présenter pour le peu qui ne te connaissent pas encore? Je suis entrepreneur, je suis fondateur de Blablacar et également fondateur de Dift plus récemment. Comment tu as commencé ta carrière d'entrepreneur? Donc j'ai fait des études d'informatique en Californie, à Stanford, après avoir fait des études effectivement scientifiques en France, en physique. Et donc c'est comme ça que j'ai appris vraiment à coder. Et donc j'ai fait beaucoup de code pour des copains, des petits projets gratuits, évidemment. Mes copains, je les faisais pas payer, je leur faisais des sites web parce que ça me permettait d'apprendre. Eux, ça leur donnait un site web, ça leur permettait d'avoir une vitrine. Parce que tu vois, quand t'es artiste, quand tu es violoniste ou pianiste ou autre chose, bon, t'as besoin d'avoir dans ta panoplie d'artistes, non seulement à un moment un disque, mais aussi de faire des concerts et puis aussi à un moment d'avoir un site web. Et donc moi, j'ai commencé par développer des sites web pour des copains artistes. J'en avais beaucoup parce que j'avais fait des études de musique. Et donc, ça m'a mis un petit peu, on va dire, la main à la pâte pour développer des petits sites web. Et puis, en parallèle, j'ai fait beaucoup d'études d'informatique. Donc, j'ai appris pas mal comme ça. Après, j'ai eu l'idée de Blablacar et là, j'avais déjà des petits outils pour savoir comment on crée un site web. Tu as eu ta pomme de Newton sur l'autoroute A10. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé? C'est ça. Je devais rentrer en Vendée depuis Paris, parce que je suis vendéen au départ. Tous les trains étaient pleins, c'était pour les fêtes de fin d'année. Donc, quand tu t'y prends le 21 ou le 22 décembre pour avoir un billet le 23... C'est un truc d'entrepreneur, ça. Voilà, ça en fait, ça marche pas, ça marche plus. Donc, tous les trains étaient pleins. Donc, un petit peu en panique, j'ai appelé ma petite sœur qui avait une voiture et qui habitait à Rouen. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux faire un crochet pour passer me chercher à Paris, pour me descendre en Vendée? Parce que là, sinon, je vais rater les fêtes de famille, je vois pas comment je vais descendre. Et donc, ce qu'elle a fait, et en descendant sur l'autoroute A10, effectivement, elle a comme particularité qu'il y a des TGV qui vont exactement dans le même sens. Donc en fait, j'ai vu le TGV nous doubler, et puis je dis à ma sœur, bon bah tu vois, les TGV, je suis sûr qu'il y avait plus de place dedans, puisque j'ai essayé, tout est plein. Et là, en même temps, je vois des dizaines de voitures vides, quasi vides, avec 2, 3 places. Et je me dis, en fait, les places libres pour aller en Vendée, elles étaient plus dans les trains, elles étaient dans les voitures. La preuve, j'en ai trouvé une dans la voiture de ma sœur. Alors ça fait pas un service, puisqu'il fallait connaître ma sœur pour pouvoir bénéficier de cette place-là. Mais du coup, je me dis, voilà, il faudrait indexer toutes les places libres dans les voitures et mettre tout ça dans un moteur de recherche et pouvoir réserver des places libres dans les voitures comme on réserve des places libres dans les trains. De là est partie l'idée, j'ai pas dormi pendant 72 heures en me disant que c'était tellement simple et évident que ça devait exister. Ah ouais, quand même. Ah ouais, donc j'ai cherché, j'ai trouvé des sites de petites annonces qui parlaient vaguement de partager des voitures, mais en fait c'était très mal fait puisque c'était pas départ, arrivée, date et puis rechercher. Enfin tu vois, c'était pas indexé non plus sur évidemment des coordonnées GPS bien précises pour savoir par où tu passes. Donc en fait, des petites annonces, mais ça marchait pas. Et je me suis mis à coder. Voilà. Et puis après, j'ai appelé mon meilleur copain et on s'est mis à coder ensemble. Ce qui est marrant avec ton parcours, c'est que tu fais un parcours académique sans faute. Le train était sur les rails. Et en fait, tu décides un petit peu d'envoyer valser tous les parcours, j'imagine, qu'ont eu tous les diplômés autour de toi, c'est-à-dire des belles boîtes de conseil, des salaires mirobolants d'entrée, pour aller t'enfermer et mettre les mains dans le cambouis, du coup 100% bricolage. C'est sûr, oui. Si on reprend mes études, j'avais fait donc maths sup, maths spé au lycée Henri IV. Donc mes classes prépa. Après, j'ai fait normal sup rue d'Ulm en physique. Donc c'est vrai que c'est des études très sérieuses. Ensuite, Stanford en informatique, donc computer science en Californie. Après, j'ai même fait le MBA à l'INSEAD. Tu devais être la star de tes parents. Mais voilà, je leur ai fait plaisir. Je pense que je leur ai fait très plaisir au niveau études. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, donc du coup, j'avais un travail. J'ai travaillé pendant 5 ans. Initialement, j'étais au service client au départ. Ensuite, je faisais du développement informatique. Ensuite, j'étais chef de projet. Puis après, j'étais ce qui s'appelle Solutions Architect. Donc en fait, je construisais des prototypes pour que les vendeurs puissent aller proposer les solutions aux futurs clients. Donc j'étais dans l'informatique, vraiment. Mais c'est vrai que j'avais un boulot même normal, tu vois, avec un salaire d'ingénieur très correct. Et que j'ai tout arrêté pour monter Blablacar. Et je pense que c'est un moment où... Alors moi, je me suis dit de toute façon que j'avais pas le choix. Parce que je me projetais pas plus longtemps en tant que juste collaborateur d'une société dans laquelle j'avais pas trop de... j'avais pas les manettes.
Ah oui, Clientissime, t'as fait des... Ouais, mais non, tu t'es bien renseigné. Ouais, non, oui, j'avais Clientissime, un service d'échange de lettres de réclamation. Parce que des fois, j'écrivais des lettres de réclamation. Enfin, j'avais pris un avion, puis mes bagages avaient voyagé sans moi, si tu veux. Puis moi, j'avais été obligé de rester. Puis ils voulaient pas admettre que c'était du surbooking. Mais enfin, en fait, ils ont pris mes bagages, mais ils ont pas pris moi. Et donc toi, t'étais le genre de client qui envoie les... Attends, mais je suis resté 24 heures coincé à l'autre bout de la planète et sans bagages. Enfin, je pense qu'il y avait plus d'émotion que de rigueur dans mes lettres. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà, et donc je m'étais dit, tiens, on pourrait partager les lettres de réclamation, comme ça éviterait que tout le monde les refasse. J'ai eu aussi une autre idée qui était, ça s'appelait Busy Paris, et c'était Airbnb avant l'heure, en fait. C'était la possibilité de louer des appartements Dès que tu avais inoccupés un à des problème, en touristes. fait, Fred, tu te disais, tiens, je veux le solutionner. T'as toujours été un peu comme ça. Oui, c'est vrai que j'aime pas trop les problèmes qui n'ont pas de solution. Donc assez vite, je cherche des solutions. Ouais. Quand j'ai eu l'idée de Blablacar, je me suis mis tout de suite à travailler dessus. J'ai appelé mon meilleur copain Damien. Ça t'a jamais découragé, Fred, d'avoir des projets avortés? Il n'y a pas un moment où finalement, j'imagine, tes proches t'ont dit, mais t'as essayé, c'est bien, t'avais ça. Ah non. Par contre, tu parlais tout à l'heure du fait que, effectivement, avec toutes les études que j'ai faites, j'avais plein de copains qui, eux, prenaient des jobs qui montaient en grade assez rapidement et qui avaient des très beaux salaires, dans des très belles situations, comme on peut dire. Et c'est vrai que quand tu passes entrepreneur et que tu te payes pas, parce que moi, je me suis pas payé pendant 5 ans pour monter Blablacar, si tu veux, avant de pouvoir extraire un salaire de l'activité. Ah oui, zéro. Ouais. Tu vivais comment? Comme j'avais travaillé avant et que je suis pas dépensier, j'avais plein d'amis qui, eux, avaient des vrais métiers, entre guillemets. J'ai lu plus d'une fois la compassion dans les yeux de mes amis, oui. Quand je parlais de ce qui s'appelait pas encore Blablacar, parce que c'était covoiturage.fr à l'époque, j'ai senti qu'ils me regardaient en se disant, pourtant, il était bien parti, lui. Il était bien parti. Il avait fait des bonnes études, tout ça. Même j'ai travaillé à la NASA quand j'étais aux États-Unis et tout. Et là, d'un coup, il s'arrête et il crée un site web pour les beatniks qui font de l'autostop, tu vois. Tu le racontes souvent, ça t'a marqué. Ah bah oui, parce que moi je croyais dans ce qu'est aujourd'hui Blablacar, et c'est vrai que quand t'es confronté à la réalité des gens qui jugent ton projet comme étant pas important, sans avenir, petit et mal pensé, faut garder ta foi quand même. C'est marrant que tu dises ça parce que je trouve que là où pour moi t'es un entrepreneur de légende, c'est au-delà de la boîte, c'est dans justement ton éthique de travail. Tu dégages une grande humilité, c'est de plus en plus rare, j'ai l'impression, dans l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est ce qu'il y a chez toi de plus remarquable. Et je me demande si c'est pas ça qu'on fait que tes amis à ce moment-là, voyant ton entêtement, cette compassion, c'est que je pense en fait, t'as peut-être eu tendance toujours tout au long de ton parcours à faire un peu profil bas, à être beaucoup dans l'humilité, à pas survendre, à pas envoyer les paillettes dans une industrie où en général c'est un peu des profils qui roulent les mécaniques et au final ils nous emmènent dans des histoires et on se rend compte que derrière il y a rien. Mais ça a peut-être changé aussi ça, parce que quand j'ai commencé à être entrepreneur, c'était pas du tout ce que ça a pu être par la suite, une activité attractive. De tous mes copains, j'étais le seul à lancer une boîte, puis ça faisait rêver personne. Et il y avait pas d'aspect paillettes. Comme j'avais été dans la Silicon Valley, j'avais vu que c'était possible. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai compris que créer une boîte, c'était un futur possible pour moi. C'était une carrière possible. Parce que si tu veux, après avoir fait des études qui te mènent normalement à être chercheur ou voire peut-être ingénieur, ou enfin en tout cas un métier, j'ai envie de dire, un peu plus catégorisé, se dire que tu peux créer une société, être entrepreneur, alors qu'il n'y a même pas trop d'étiquettes dessus, et qu'il n'y a même pas de formation pour être entrepreneur en vrai, c'était pas commun. Et donc, c'était pas du tout quelque chose qu'on m'avait dit sur mon parcours. Et je l'ai découvert en étant à Stanford, où en fait, c'était le moment où Google se lançait. Il y avait Larry Page et Sergey Brin qui étaient sur le campus et qui lançaient Google quand j'y étais. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'étaient mis juste à côté du campus et ils commençaient à recruter, y compris des étudiants qui étaient dans mon master d'informatique, qui parfois ne finissaient même pas leurs études. Alors là, c'est ce qu'on appelle les university dropouts, tu sais, les gens qui ne finissent pas leurs études. Alors moi, on m'avait jamais dit que c'était possible de pas finir tes études, tu vois. Moi, tu commences un truc, tu finis. Et là, je voyais des gens qui partaient, ils n'étaient pas non plus nombreux, mais enfin quand même, tu te dis, c'est des gens très intelligents, très bien câblés, très dynamiques, dans des cursus d'excellence, coûteux, qui décident de ne pas finir leurs études pour aller créer une boîte ou pour aller rejoindre la boîte de quelqu'un. Pour rejoindre Google. Tu te dis, bon, il se passe que c'est marrant, c'est des parcours de vie qui sont donc faisables. Est-ce que c'était conventionnel ou pas, leur façon de recruter? Tu dis qu'ils étaient sur les campus. Alors, ils te proposent vraiment un package où tu as un salaire qui est vraiment plus que correct, et puis tu as des stock options, donc tu as une participation à la boîte. Donc si tu crois dans le concept de la boîte, tu te dis, oui, ça va devenir grand et gros, oui, on te donne des parts. Au début, ils valent quasiment rien, et puis qu'après, va valoir des milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros. Donc tu les vois commencer à commercialiser Google, et t'en penses quoi à ce moment-là? Au début, moi, mon premier contact avec Google, c'était Google Beta, c'est-à-dire que c'était la version bêta de Google qui était déployée sur tout le contenu de l'université à Stanford. C'était très pratique parce qu'on utilisait Google pour chercher des documents dans tous les serveurs de Stanford. Ils ont fait leur POC à Stanford? Je sais pas si c'était le seul POC, mais en tout cas, nous, on l'utilisait. Peut-être ils en avaient d'autres, sans doute, ils faisaient d'autres POC, mais en tout cas, oui, c'est un des premiers, voire le premier endroit dans lequel ils ont déployé leur outil de search, de recherche, sur tout le contenu de l'université. C'est comme ça que j'ai découvert, moi. Quand je suis arrivé, les gens sur le campus utilisaient Google Beta. Toi, pas tout de suite, mais assez vite. Ouais. Je pourrais peut-être développer mon truc à moi.
T'as pas eu envie de Pas rejoindre tout de suite. l'aventure, Non, au début, non. Je me suis dit, waouh. Mais tu t'es dit c'est possible. C'est wild. Donc oui, je me suis dit c'est possible. Après, au fur et à mesure, et je me suis rendu compte aussi que toutes les sociétés ou tous les services qu'on connaît ont été créés comme ça. Un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit tiens, pourquoi pas? Et poum, il est parti et il a créé. Donc en fait, c'est faisable. Et, enfin, tout ce qu'on utilise, un jour a été créé et un jour n'existait pas. Et un jour était petit. Donc voilà, il y a aussi cette prise de conscience-là que tu as autour de toi n'est pas arrivé comme ça par l'opération du Saint-Esprit, n'est pas né grand. Il n'y a rien qui est né grand. Tout est né petit. Et puis après aussi comprendre que c'est un parcours extrêmement épanouissant. Parce que c'est plein de créativité, parce que c'est plein d'inventivité, parce que c'est plein de travail aussi, mais ça, c'est évidemment la nécessité et la conséquence. Et puis voilà, il faut quand même aimer travailler. Il faut aimer deux choses quand tu es entrepreneur. Il faut aimer travailler, et travailler beaucoup, tu vois, 80, 90 heures par semaine. Et sans salaire. Et ça, voilà, faut pas être attiré par l'argent plus que ça, parce qu'en fait, c'est pas là que tu as ta satisfaction quotidienne. Et puis, il faut aimer les problèmes. Et il faut leur sourire aux problèmes. Parce que quand il y a un problème, je me dis, c'est pour ça que je suis là. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de problème, on n'aurait pas besoin de moi. Ouais. Le projet n'aurait pas besoin de moi. C'est justement parce qu'il y a un problème que ça me retombe dessus, parce que faut que je le résolve et que c'est donc ma tâche. Quelque part, ça va être ma valeur ajoutée de résoudre le problème. Ça te permet de regarder les problèmes différemment. De dire, oui, on est passé du level 11 au level 12, au level 13, et c'est comme dans les jeux vidéo. Et là, tiens, celui-là, là, j'ai un gros monstre, là, quand même. Là, sur celui-là, ça va pas être facile. Il y a un truc que tu sais pas, que je t'ai jamais dit. Mais mon père est journaliste. Et mon père travaillait au ministère. Je m'en doutais. Mon père travaillait au ministère de l'Environnement. Ah oui? Et il t'a interviewé. Ah bon? À tes tout débuts, quand ta boîte s'appelait encore Covoiturage. Ah bon? Et il se souvient de toi dans une baraque en banlieue. Ça te dit quelque chose, cette interview, ou pas? On avait nos premiers locaux très proches banlieue, puisque c'était à Montrouge, sur le C'était en dernier bordure étage. de Paris. Il était allé te voir, il avait trouvé ta détermination dingue. Et du coup, c'était il y a très très longtemps. C'était au tout démarrage de ton projet. C'était 2009, Mathilde. ça. Ouais. Voilà. À Montrouge, ouais. Donc, tu as rencontré mon papa, Monsieur Mignot, et il m'a dit, en fait, c'était le tout démarrage, et justement, c'est... on est arrivé dans ce bureau, on était, il y avait Francis et moi, puis après Laure. Donc ça a duré pendant 5 ans. À Montrouge, on est resté... Alors, avant ça, il n'est pas venu avant. Avant, c'était... Le garage. Non, mais alors, à Paris, il n'y a pas trop de garages, tu vois, parce qu'on parle beaucoup de start-up dans les garages, mais ça, c'est pour la Californie. Nous, on n'a pas ça. Donc, nous, c'est dans les studios, enfin, c'est dans les, tu vois, c'est sur ton canapé. Voilà. Avant, c'était plutôt dans ma chambre de bonne, dans mon appart, et voilà, avec mon chat. C'était l'étape d'encore avant. Donc, ce qu'il a vu, c'était déjà évolué. C'était déjà des locaux. On avait des locaux. Après, qui a eu des premiers locaux qui font rêver? Je vais t'inviter à tirer une carte. J'ai peur. Cette carte définit un peu le mot de notre interview, et tu vas devoir me raconter une histoire autour du mot que tu vas tirer. Donc, ne te rate pas. Énergie. Énergie. Ah ben, alors, plein de choses. Déjà, tu penses à l'énergie que tu déploies toi pour ton projet. C'est la vie, c'est véritablement ce qui le fait vivre. Donc il faut tout faire pour la préserver, cette énergie, c'est-à-dire il faut lui donner des moyens, les moyens de ses ambitions. Et donc, en fait, c'est ce qui va permettre d'accomplir ton rêve. Donc, il faut faire très attention à tout ce qui peut nous déprimer. C'est pour ça que moi, j'ai jamais vraiment voulu entreprendre seul. Je me suis toujours débrouillé pour être avec 1 ou 2 ou 3 personnes, parce que tu peux assez vite déprimer quand tu démarres un projet, parce que c'est dur, parce que personne n'y croit, à part toi, parce que toi-même, tu vois pas bien le chemin. Tu as une vision, mais tu sais pas par où tu vas passer. Tu sais pas exactement comment ça va se passer, mais c'est ça qui est excitant aussi, hein, tu vois. Pour me faner ou me faire fuir, il faut m'expliquer ce qui va se passer. Typiquement, si tu vois, tu passer un entretien d'embauche où la personne va m'expliquer, alors voilà, tu vas démarrer avec tel poste, et puis dans 2 ans, tu auras tel poste, et puis dans 4 ans, tu seras comme ça. J'ai bien fait de pas lui envoyer les questions. Dans 6 ans, si tout se passe bien, tu seras comme ça, puis dans 10 ans, peut-être tu deviendras machin. Là, j'ai envie de dire, spoiler, quoi, tu vois. C'est comme si j'allais au Cinoche et que tu me dis ce qui va se passer dans le film. Ça m'intéresse pas. Donc, voilà, faut quand même aimer aller découvrir ce qui va se passer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder son énergie? Il faut donc, alors, garder son optimisme, et il faut dormir, il faut interagir un maximum avec des gens et faire attention à pas se retrouver seul. Parfois, c'est difficile quand tu es entrepreneur parce que tu te retrouves assez seul. Il faut aller voir ses copains, il faut garder le contact avec maximum de gens. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est ce qui me nourrit les interactions avec les gens. Parce que forcément, ça te sort de ce que tu as toi dans ta tête, puisque les autres personnes ont d'autres choses dans leur tête, et donc tu vas discuter d'autres sujets. Et puis, ça peut, justement, ce nouvel éclairage peut te donner des nouvelles idées, et puis surtout, ça te fait te rendre compte que tu es vivant. Je voulais qu'on discute des premiers mètres de Blablacar pour qu'on puisse un peu documenter les coulisses, c'est-à-dire tout ce qui va pas dans une boîte qui, au final, finit par cartonner. Donc, normalement, c'est un petit peu les 100 premiers mètres que je documente dans cette émission. Les 100 premiers mecs aussi, ton équipe, tes clients, tes partenaires, ça peut être tes investisseurs. Qu'est-ce qu'il y a dans la recette Blablacar pour que ça finisse par fonctionner? Quand je dis ça finit, c'est, tu m'as dit, au bout de 5 ans, ça y est, la boîte, elle commence à montrer des preuves, et puis après, c'est l'envolée. Alors, j'ai écrit un livre sur ce sujet. Ah non, il va m'envoyer en... Mais non, mais c'est vrai. Justement, en fait, on en a déjà parlé. J'ai écrit un livre pour qu'on me pose plus la question. Oui. Mais donc, comme tu me poses la question. Dernière fois pour toi, Caroline. Je choisis les gens qui ont vraiment une énorme envie de travailler.
sur le même projet que moi et qui ne cherchent pas juste un boulot. Alors, quand tu es au tout début et que tu constitues l'équipe, tu tombes rarement sur des gens qui cherchent un boulot. Tu tombes beaucoup plus facilement, même s'ils sont plus rares, sur des gens qui vont être à même de te rejoindre et qui cherchent vraiment une aventure et qui cherchent le sujet, qui se passionnent pour le sujet. Donc ça, tu le vois, ils ont des étoiles dans les yeux. Et là, tu te dis, bon, ça fait tilt. Après, il faut que les compétences soient là aussi, évidemment. Mais au début, c'est plus facile, entre guillemets, d'aller recruter des gens extrêmement motivés par la mission. Là où il faut faire attention, c'est quand la boîte commence à avoir 50, 80 ou 100 collaborateurs, où là, tu commences à avoir des gens qui viennent pour chercher un boulot. Mais ce serait un autre boulot, autre chose. Le ticket resto, le baby-food. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ils viennent chercher une sorte de confort, ils viennent chercher un siège au chaud. Alors ça, il faut faire attention parce que ça dénature évidemment la culture de ta boîte. Et donc, il faut garder le maximum de gens qui viennent pour la mission. Ça, c'est très important. Après, c'est vrai qu'en plus, tu vas passer tellement de temps à faire des choses ensemble et tu vas avoir des plans tellement galères quand tu crées une boîte que il faut quand même que ce soit des gens avec qui tu t'entendes vraiment bien. Je dis pas que c'est des amis, mais enfin, c'est quand même des gens avec qui le courant passe bien. Avec qui tu te sens bien. Ouais. Il y a des bonnes énergies. Ouais. C'est hyper important. Et puis, il faut aussi se dire qui fait quoi assez rapidement. Il faut essayer d'éviter de s'associer avec quelqu'un qui fait exactement les mêmes choses, ou qui a exactement les mêmes compétences que soi. C'est beaucoup mieux d'avoir une équipe complémentaire, évidemment, de gens qui font des choses différentes et qui sont même différents. Et tout cela, c'est parfaitement compatible avec bien s'entendre. Enfin, je veux dire, évidemment, c'est la base, c'est d'être capable d'avoir autant d'idées différentes possibles, mais de s'entendre parfaitement quand même. Sur Blabla, comment tu choisis tes associés? Comment tu les rencontres? Dans toutes les situations de vie. Comme je te disais, au tout début, j'ai démarré à coder avec mon copain Damien, avec qui j'étais en prépa Henri IV, qui faisait beaucoup de développement informatique aussi, lui. Et donc, du coup, comme j'ai évidemment immédiatement vu que c'était un projet très technique, parce qu'il fallait quand même développer la plateforme, je me suis associé au démarrage avec Damien. J'avais aussi dans la boucle un autre copain, Patrick, et puis ma sœur Hélène, qui était plus sur la communication. Et puis assez vite, en fait, comme personne n'est payé sur le projet, on démarre. Il se trouve que de toute manière, ce qu'il fallait faire, c'était véritablement construire le premier produit avant d'imaginer faire quoi que ce soit d'autre. Donc assez vite, on s'est retrouvés, Damien et moi, à travailler tout le temps, et puis Patrick et Hélène ne travaillaient pas tellement sur le projet parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire tant que le produit n'était pas sorti. Après, j'ai rencontré Francis. Alors là, c'est pas une méthode de recrutement, mais tu me demandes comment je l'ai retrouvé. Donc au bar. Non, pas loin, chez mon voisin, autour d'une pizza. Parce que j'avais un voisin qui s'appelait Lionel, qui travaillait chez Mythique et qui était juste sur le même palier que moi, qui voulait créer une boîte et qui réunissait des gens qu'il avait rencontrés par son boulot chez lui une fois tous les 15 jours. C'est un mastermind, un mini mastermind de l'époque. Ouais, tu vois, c'était autour d'une pizza. Ouais, très informel, en mode Tortue Ninja un peu. Peut-être, voilà, exactement. Mais on était, tu vois, je sais pas, 7-8, quoi. Et on réfléchissait à des idées, puis après, on se disait, est-ce qu'on peut développer ce truc-là pour voir? Une fois, on pense à une idée, c'était une solution pour faire le suivi de tout ce que tu as pu prêter à tous tes copains et toute ta famille, que ce soit des livres, des DVD, des je sais pas quoi. Encore des lettres de réclamation? Non, des trucs que tu as pu partager, tu vois, que tu as affilés et dont tu perds la trace, tu sais plus. Et donc, on se dit, tiens, on va faire une app pour suivre, pour pouvoir traquer, pour pouvoir récupérer tes DVD quand tu les as pu. Ça fait vieux, hein, les DVD, mais bon. C'était comme ça. Et donc, on avait discuté de ça. Et la semaine d'après ou 10 jours après, on se réunit. Et là, le produit était fait, était développé. Alors moi, je faisais de l'informatique. J'ai vu le produit. Je dis, donc Francis, comment ça s'est passé? Voilà. Et je demande à Lionel. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Lionel me dit, c'est Francis qui avait un peu de temps ce week-end. Je dis, waouh. Francis, il est efficace. Donc j'ai commencé à discuter avec Francis. Et là, Francis me dit, oui, ton truc, là, covoiturage.fr, si tu veux le mettre sur mobile, tu m'appelles. Et donc je l'ai appelé. Puis après, c'était le début d'une très très longue et belle aventure, justement, parce que Francis, il est toujours formidable, mais il avait 15 développeurs à lui tout seul. Enfin, c'est incroyable la capacité de synthèse et de rapidité qu'il a sur du développement informatique. Ce que les ricains appellent les A-players, où ils disent justement, en fait, c'est la stratégie. Il y a un bouquin en management que je trouve assez incroyable, même en culture d'entreprise. C'est le bouquin Une règle, pas de règle, du fondateur de Netflix, où justement, il dit, arrêtez de vouloir recruter des gens qui coûtent pas cher à des postes juniors, et c'est un peu le mindset français. C'est de recruter plein de juniors et faire les fameuses boîtes à stagiaires. Il dit, en fait, trouvez la personne qui en vaut 10, quitte à ce qu'elle soit au-dessus du prix du marché, et ça, c'est un peu la stratégie Netflix. Est-ce que toi, dans un premier temps, t'as opéré la stratégie Netflix, ou c'était juste Francis, t'as trouvé la pépite, tu t'es dit, ok, je l'associe parce que lui, en fait, j'en ai besoin dans mon équipe. Oui, mais c'est effectivement une stratégie. C'est-à-dire que de toute manière, pour réussir, quand c'est très très dur, tu peux pas te permettre d'embarquer des personnes qui ne sont pas, d'une part, motrices et d'autre part, extrêmement compétentes sur leur domaine. Sinon, c'est trop dur. C'est comme si tu dis, on va aller, je sais pas, monter l'Everest et puis t'en as 3 qui se pointent en sandales. Tu dis, ça va pas marcher. On va pas y arriver. T'as tout de suite eu une belle unité parmi les cofondateurs ou il y a eu des ratés, des couacs?
Non, ça s'est plutôt bien passé, toujours. En revanche, comme on n'avait pas d'argent, rien, qu'on payait personne, parce qu'on ne pouvait pas, jusqu'à un certain point évidemment, ça a été un peu à géométrie variable. Tu vois, c'est-à-dire que moi j'étais au début avec Damien beaucoup, on s'est associé au capital si tu veux, mais après, comme on pouvait pas payer, lui il fallait bien qu'il aille chercher un autre boulot, donc il a cherché un autre boulot, donc après j'ai eu un Nicolas Deroche qui nous a rejoint aussi, pareil en mode aide, Francis, tout ça, et tout ça s'est fait un peu en ajustant les énergies, et moi j'étais le fil rouge si tu veux, je travaillais avec qui voulait bien dédier du temps au projet. Après bon, quand on a commencé à pouvoir générer un peu de revenus, c'était pas facile parce qu'on a essayé 6 modèles économiques, hein. Ça, enfin j'en parle aussi dans Mission Blablacar, mais enfin, faire 6 modèles économiques, faut être résilient, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 6 fois, tu y crois, et 5 fois, ça marche pas. Ça a été donc, quand le aha moment, quand tu as trouvé la solution? C'est quoi comme Le 8 avril 2011. Il se souvient. Ouais, c'est le moment où on a commencé à voir que on a essayé pas mal de modèles économiques, où tu vends des solutions de covoiturage d'entreprise qui marchouillaient, mais le problème c'est que ça faisait des revenus linéaires quand on avait des coûts qui étaient exponentiels. Alors je vais te refaire les courbes de maths. Je sais pas si tu te souviens. J'adore, on va mettre du motion design. Voilà, quand tu as une courbe de revenus qui est linéaire et une courbe de coûts qui est exponentielle, qui fait comme ça, il y a un moment ça se croise. Ça marche pas. Mais ça, c'était pas ton premier business model. Non. Tu peux nous faire ton historique? Si, vendre des solutions aux entreprises. Si, au tout début. Non, au tout début, j'ai essayé de mettre un peu de pub pour voir si ça marchait, mais on n'avait pas assez de volume pour que ça rapporte quoi que ce soit. Au mieux, on arrivait à récupérer 100 € par mois, quand on avait plus de coûts que ça, évidemment. Donc, ça marchait pas. Après, on a essayé un système de mise en relation téléphonique, qu'on a appelé Merci. Attention, il y avait déjà du marketing, hein. C'est mise en relation confidentielle immédiate. Oh, waouh! Passion acronyme. Passion acronyme. Et donc, ça s'appelait Merci. Ça te permettait de joindre les gens, évidemment, directement par téléphone, sans pour autant divulguer leur numéro de téléphone mobile, tu vois, à tout le monde. Donc là, ça devait être l'usine à gaz. C'était pas très facile parce que ça passait par un opérateur téléphonique, c'était un peu compliqué. Ça marchouillait, mais pas très bien. Ça ressemblait un peu au modèle Allostop que tu décris avec les fiches Bristol dont tu parles dans le livre. Ah non, le modèle Allostop, en l'occurrence, il était, lui, à base d'abonnement annuel. D'accord. Tu étais abonné au service et là, tu pouvais joindre tous les modèles économiques qui sont détaillés dans le livre. C'est dans la fiche qui s'appelle modèle économique. Justement. On la fera apparaître à l'écran. Il y a une fiche modèle économique dans laquelle je détaille les 6 modèles économiques essayés par Blablacar et je décortique tout. Alors attention, parce qu'il y a un truc très important avec les modèles économiques. Il y a des modèles économiques qui marchent pas. Et il y a des modèles économiques qui marchent. Et il y a des modèles économiques, et c'est là où il faut faire très attention, qui marchouillent. C'est-à-dire qu'ils sont entre les deux. C'est un piège. Okay. C'est un piège, c'est un marécage. Il faut les identifier parce que tu peux t'éreinter sur des modèles économiques qui, in fine, vont pas être suffisants pour nourrir l'activité, l'équilibrer tout simplement. Et il y a des modèles économiques qui marchaient pas, mais qui marchent avec le bon timing. Genre là, toute la nouvelle économie de la création, ou même des modèles économiques basés sur le TIPS. Tout à fait. Il y a quelques années, ça aurait été aberrant, et c'est en train de se développer de plus en plus. Tout à fait. C'est-à-dire que le temps joue un rôle très important. D'ailleurs, une belle citation de Victor Hugo, je sais pas si tu la connais, qui dit « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu ». Qui dit un petit peu tout, à savoir exactement ce que tu mentionnes, que une idée et ou même un modèle sont aussi non seulement dépendants du contexte dans lequel ils sont, mais dépendants temporellement, puisque les mentalités, les usages, les technologies évoluent. Ça fait qu'une idée qui n'est pas bonne à un moment peut être excellente à un autre. Le timing, tu parles souvent de ça dans tes interviews. Tout est timing. Sur la partie commercialisation, parce que ceux qui nous écoutent adorent cette partie-là, c'est le nerf de la guerre finalement. Le vrai crash test de l'idée, c'est quand elle est en face du client. Est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Première chose, c'est quand tu as de la chance d'avoir des premiers utilisateurs, il faut les loquer. Ah, faut les interroger surtout. Okay. Faut parler beaucoup avec eux. Moi, il y a un moment, je sais toujours d'ailleurs, mais j'avais 1500 numéros de téléphone de covoitureurs que j'appelais pour savoir ce que je pouvais modifier sur le produit. Et ils étaient bien reçus, ces appels? Ah oui, très bien. Ils étaient super contents. Ah, par contre, ils te font des listes à rallonge. Ils te disent, surtout, tu repères les gens qui utilisent beaucoup. Et là, ils ont beaucoup de demandes. Et ça, j'avais lu dans un bouquin qui s'appelait Rework. Je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. C'est un bouquin écrit avec genre 1 ou 2 phrases par page. Ça se lit très vite. Okay. Très sympa. Et dedans, ils expliquaient, et j'ai essayé, ça marche évidemment, qu'il faut pas, justement, quand tu appelles tes clients, que tu notes ce qu'ils te disent. Vaut mieux que tu appelles 10 ou 15 ou 20 clients et que tu leur demandes ce qu'ils amélioreraient dans le produit et que tu notes rien, plutôt que tu en appelles 2-3 et que tu notes tout. Pourquoi? Parce que quand tu vas en appeler plein, généralement, les problèmes qui sont évidents pour les gens qui utilisent ton produit vont revenir. Et même au bout du 3e ou 4e coup de fil, la personne va commencer à dire un truc, dire « Ah, ce qui serait bien, c'est de faire ça. » Et tu dis « Oui, je sais. »
Je sais, je l'ai déjà entendu 2 fois. Et en fait, après, une fois que tu as fini cette série de discussions avec tout le monde, tu es capable de faire une liste de priorités. Et là, tu prends les 2-3 gros problèmes qu'on t'a remontés, tu les dégommes, même si ça te prend 1 mois, 2 mois, 3 mois pour réussir à fixer ces problèmes-là, et tu recommences. Et là, ce qui va ressortir, ce sera les problèmes d'après. Et donc, tu passes ton temps, en fait, à dégommer les problèmes les plus importants. Et donc, des problèmes qui n'étaient pas très importants vont le devenir au fur et à mesure parce que ce sera les seuls qui restent. Mais c'est comme ça que tu passes de 10 à 100, à 1000, à 10 000, à 100 000 utilisateurs, à 1 million, à 10 millions, à 100 millions d'utilisateurs comme il y a aujourd'hui sur Blablacar. Et donc, tu penses l'expérience client à chaque fois avec les mêmes ou tu renouvelles? Non, tu renouvelles, ouais. Okay. Tous les clients sont bons. Hein, enfin. Et j'imagine qu'ils reçoivent un appel du CEO. Oui, même mais... quand l'entreprise est petite, c'est pas un facteur de réussite dans tes interviews? Non, tu crois qu'on peut justement, mettre non, mais par contre, c'est. Parce qu'on déteste quand les commerciaux nous appellent pour savoir ce qu'on a pensé. Non, mais là, quand produit. tu dis je suis fondateur du site, ouais. Ils sont plutôt très contents. Oui, c'est ça. Ils sont très mais contents. donc ça joue de faire ça en tant que fondateur. Oui, mais quand c'est un tout petit site, ouais. les gens se disent bah oui, c'est toi qui mets à jour le blog là, le week-end. Tu dis non, je fais ça 24/24 du lundi au dimanche, mais pas que le week-end. Mais c'est pas grave. Donc parce que en plus, quand c'est petit, les gens pensent qu'il n'y a pas de travail. D'ailleurs, toute la question, quand je disais ce que je faisais, ah oui d'accord, tu fais ça, mais c'est quoi ton vrai boulot? Mais tu fais quoi sur le côté? C'est quoi tu fais? Je fais ça. Je fais que ça, en fait. Ouais. Et ça, c'est assez difficile d'imaginer quand le truc est petit qu'en fait, on y passe quand même 24 heures sur 24. Ça me fait penser à une anecdote. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais lancé une boîte de bijoux qui s'appelait Emma et Chloé. Je sais pas si tu connais. Ils sont en France au BHV, au Galeries Lafayette. Et en fait, je faisais moi-même le service client de cette boîte. Et il se trouve que j'avais une amie de SF qui était dans ces belles boîtes, Airbnb, Lyft et j'en passe. Tout un groupe qui était arrivé et elle avait commandé des bijoux. Et du coup, je lui avais répondu en lui mettant un petit cadeau ou je sais pas quoi parce que j'avais reconnu que c'était elle. Je faisais des ads. Donc ça arrivait vachement sur le cercle élargi parce que mes potes commandaient et du coup, il y avait beaucoup de cercles élargis qui commandaient chez moi. En fait, quand elle avait appris que c'était moi au service client, elle était stupéfaite et moi aussi, j'avais vu ce regard de compassion des gens des grands groupes qui découvrent qu'en fait, t'es ton propre stagiaire à 25 balais ou 26 balais. Et en fait, pareil, elle m'avait dit, mais enfin, à part ça, ton petit projet de bijoux, c'est quoi ton job à temps plein, quoi? Et ça m'avait foutu un coup aussi au moral. La preuve, c'est que je m'en souviens encore à 34 balais. Une fois comme ça, j'installais une plateforme de covoiturage dans un grand groupe. Ouais. Et on était tout petit, c'était tout démarrage. J'ai justement la personne avec qui je signe, qui devait être DRH ou quelque chose comme ça, enfin un énorme groupe, hein, de plus de 10 000 personnes, puisqu'on signait les contrats. Et il me dit, oh, vous aurez bien une petite main pour faire ça. Je regarde. Et la petite main, mais c'est moi ce soir entre 22h et minuit. Enfin, je veux dire, tu crois quoi? Il y a qui? Tu lui as répondu non, quoi? Je lui ai pas dit. Non, alors fais? j'ai rien répondu. Je dis oui, vous inquiétez pas. Et par contre, après, je me suis acheté dans un magasin où ils vendent de la porcelaine et des trucs comme ça. Je suis rentré par hasard et j'ai trouvé un jour une petite main en porcelaine. Tu sais, les trucs, les petites mains, je crois que c'est pour mettre des bagues. Cette expression est horrible d'ailleurs. Voilà. Oui, les mains qui sortent comme chez les grands-parents là. Voilà, comme chez les grands-parents comme ça. Et qui, tu peux mettre des bagues dessus. Ouais. J'ai acheté ça. Je l'ai posé sur mon bureau, à côté de mon Batman, parce que j'ai aussi un Batman. Et donc après, quand on me demandait si j'allais me dire une petite main pour faire ça, je disais oui, ne vous inquiétez pas. Je pensais à ma petite main, comme ça, je pouvais ne pas mentir, dire que j'avais une petite main qui faisait pas grand-chose, mais qui était là. Et à côté du Batman, c'est très important parce que quand tu as plein de problèmes et que tu sais pas comment t'en sortir, quand tu as un Batman et une petite main, tu y arrives. C'est-à-dire que déjà, tu te demandes que ferait Batman à ma place. Là, on est coincé là. Ouais. Comment on fait? Je savais pas que c'était ton rôle modèle. Non, mais ça te permet de prendre du recul un peu sur la situation. Okay. Et de te dire, bon, faut peut-être imaginer un truc un peu loufoque, mais ça peut marcher. Si t'as les deux, tu t'en sors. Voilà, c'est un hack pour sortir un petit peu des ornières dans lesquelles on peut être parfois, mais ça permet de réfléchir différemment. Les ricains adorent dire, surtout les gros ricains qui ont fait je sais pas combien d'exits, ils disent toujours le pire ennemi de l'entrepreneur, le moment où tu es moins bon dans l'entrepreneuriat, c'est quand tu deviens sujet à l'entitlement. C'est-à-dire, en fait, tu sens que c'est gagné d'avance. Tu sais que tu te sens untitled, c'est... je sais pas comment ça se traduit mal en français, mais tu te dis, en fait, que c'est plus pour toi, que t'es pas la petite main et que en fait, tu as droit à tout. Moi, si je suis là, c'est que j'en ai chié. Donc maintenant, j'ai droit. En fait, j'ai plus de preuves. Voilà, c'est sentir que t'as plus de preuves. T'as plus besoin de faire tes preuves. Et dire en fait, c'est le pire piège de l'entrepreneur. C'est quand il pense que en fait, il a plus rien à prouver. T'es d'accord avec ça ou pas? Alors, je pense qu'il y a deux choses dans plus rien avoir à prouver. Parce que c'est très utile de se dire que t'as plus rien à prouver. Parce que justement, tu es libéré et tu peux faire exactement ce que tu penses qu'il faut faire. Parce que quand tu veux prouver des choses,
tu es dépendant du regard des autres. La validation. Et de la validation. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, par contre, toi, ce que tu mentionnes dans ne plus avoir rien à prouver, c'est le côté... Tout m'est dû. C'est le côté tout m'est dû. Et ça, c'est le mauvais côté. Mais comme beaucoup de choses très puissantes, c'est souvent un double tranchant. Et il y a un tranchant très positif et un tranchant très négatif. On sent qu'il a regardé Batman. Il y a une stratégie en marketing que j'adore. C'est un de mes mentors, Pierre Gobil, qui me l'a donné. Quand tu es coincé dans une situation, qu'est-ce que tu peux faire de plus fou? Ou parfois, on lit dans les bouquins de développement personnel, c'est qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Ouais, mais ça te permet de... C'est un peu think out of the box, Oui. enfin aussi. Dans tes inspirations, tu nous as dit, il y a Batman. Maintenant, on le sait. Non, oui. La Silicon Valley. Oui. C'est inspiration au sens très large. Enfin, disons que ça fait partie des choses qui te permettent de sortir de tes ornières. Ouais. Est-ce que tu as été mentoré particulièrement, je pense, à ces années où tu fais ton go-to-market? Quand tu es en train de tout tenir comme ça, qui te mentore? Qui mentore ceux qui nous écoutent, en fait, ils sont en train de se lancer. Au tout début? Ouais, est-ce que tu as eu des mentors? Est-ce que tu as été accompagné, coaché? Avant que j'ai des investisseurs, pas trop, non. Par contre, c'est un petit peu tout le monde qui pouvait être mon mentor, à savoir que parler quand même de mes problématiques. Des gens, tu vois, ça peut être des amis, ça peut être d'autres entrepreneurs. J'essayais de trouver, et à l'époque, il y en avait beaucoup moins que maintenant, des endroits où il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'à l'époque, il y avait, tu vois, la cantine qui s'était créée à Silicon Sentier. Mais en fait, il y avait un endroit, là, c'était à peu près le seul endroit qui avait été créé, qui était financé d'ailleurs par la région, où tu avais un premier coworking, où tu pouvais venir, tu avais une connexion Wi-Fi, tu pouvais bosser, et puis tu rencontrais d'autres entrepreneurs qui créaient des boîtes, des petits trucs. C'est le café de Flore des start-upers. Ouais. et moi, j'allais assez souvent là-bas, parce que ça me permettait justement de rencontrer d'autres entrepreneurs qui avaient les mêmes galères que moi, et donc c'était ça mon mentoring, si tu veux. C'était de discuter avec d'autres gens qui avaient des problèmes de démarrage de boîte aussi. Et après, quand j'ai levé des fonds, j'ai commencé à voir aussi mes investisseurs qui étaient... Pourquoi tu as levé des fonds, Fred? Ça a été une nécessité ou est-ce que tu as eu le moment, beaucoup d'entrepreneurs se posent la question, est-ce que je dois lever ou pas? Qu'est-ce qui dans ton esprit on n'avait pas trop le choix. On n'avait pas trop le choix parce qu'il fallait vraiment... C'est un truc qui met beaucoup de temps à démarrer. Donc au début, tu as très peu de revenus. Tu peux pas vivre sur tes revenus. Et puis après, il y a un moment, pour passer les vitesses, il y a un moment tu as prouvé ton truc en France. Bon, on sait que les boîtes tech, pour qu'elles survivent à terme, il faut qu'elles aient une empreinte la plus large possible pour avoir les moyens de financer l'innovation des évolutions produits qui viennent après. Donc il faut avoir un maximum de gens qui utilisent ton produit partout. Donc il faut sortir, aller plus loin que ton pays de départ. Parce que la France, ça peut être presque un piège en tech, parce que c'est à la fois un pays assez grand, mais c'est un pays assez petit. C'est vraiment au milieu, tu vois. Mais c'est-à-dire que c'est pas... Tu vois, il y a des pays qui font 5 ou 10 ou 15 millions d'habitants, et quand les gens créent des projets là-bas, ils savent de toute manière qu'il va falloir s'internationaliser très vite, parce qu'ils savent très bien que le marché ne sera pas assez grand pour leur zone. Nous, on est 65 ou peut-être même 70 millions de personnes maintenant, donc c'est intermédiaire. Enfin, les US, c'est 300 millions. Se pose. Ouais, bien sûr. Nous, on n'a pas 300 millions en France de personnes. Donc, il faut aller chercher des zones géographiques plus larges. Et donc, à ce moment-là, quand tu veux aller dans d'autres pays, là, ça coûte très cher, parce qu'il faut aller redémarrer de zéro dans les autres pays. Et donc, tu as besoin de sous pour justement là déployer plutôt des stratégies marketing. Alors qu'on a commencé, nous, en France, avec aucun marketing, en faisant que de la communication, mais ça a pris un temps de dingue. C'est quoi ta différence entre marketing et communication? C'est ce que tu payes et ce que tu payes pas. Ah ouais, c'est marrant, j'avais jamais entendu cette définition. C'est aussi basique que ça. Ok, et donc toi, tu payes pas ta communication? Bah non. Quel est ton secret? Bah, tu t'arranges pour que les journalistes soient intéressés à ce que tu crées, à ce que tu fais. Tu essayes d'être le plus optimiste possible, clair possible, sympa possible, et d'expliquer l'intérêt que ça a pour eux de parler de ce que tu fais. C'est toute la recette, Fred Mazella? Non, après, il y a du timing aussi. Ouais. Tu vois, tout est timing, encore une fois. Nous, ce qui a, en termes de communication, tu vois, ce qui a boosté la connaissance même du principe du covoiturage, bah, ça a été quand il y a eu des grèves ou des choses comme ça. Tu vois, là, il y a une grève et tu te dis, tiens, il n'y a pas de solution. Une fois, c'était en 2007, donc c'était au tout début. Il y a les grèves qui sont annoncées comme étant très importantes. Et là, bah, on décide de faire un communiqué de presse, le premier, je crois. Non, c'était peut-être le deuxième. On avait déjà fait un autre communiqué de presse une fois. Et là, on le draft et on met dedans grève, covoiturage.fr devient mobile. Francis venait juste de développer la version mobile de covoiturage.fr. Et le gros thème de toutes les news, c'était les grèves. Et évidemment, les journalistes cherchaient des choses un petit peu originales à dire sur les grèves, parce que sinon, t'entends toujours les mêmes choses. Enfin, ils vont voir des gens qui se plaignent, ah oui, j'ai pas pu me déplacer, ah oui, enfin, bon, c'est tout le temps la même chose. Et donc, nous, on offrait un angle nouveau, puisqu'on parlait d'une alternative, et en plus, c'était une solution. Donc, en publiant ce communiqué de presse-là, c'était hallucinant. Dans l'heure, tu as 2 dépêches qui sortent, une dépêche Reuters, une dépêche AFP. Parce que tu sais comment ça marche, enfin, j'imagine que oui, mais c'est en gros, c'est des centralisateurs de news. Et donc après, derrière, effet de network. Ah bah après, ça part dans tous les médias. Et on s'est retrouvé avec plus de 500 présences médias en
10 jours. De la presse nationale, comme des télés, comme des radios, comme toute la presse, de la PQR, presse quotidienne régionale. Et là, ça a été un boost énorme. Alors évidemment, nos serveurs étaient à plat. C'est toujours dans ces moments-là. Non, mais c'est parce qu'il y avait trop de volume. Ouais, bien sûr. Parce qu'on était incapable de répondre. Alors, on remettait le serveur debout, puis qui reprenait une avalanche de trafic, donc on retombait. Francis en sueur. Là, on était un peu tous en sueur. Ouais. C'était un petit peu compliqué. Et donc, on avait même fait des versions simplifiées. À un moment, on avait fait des extracts de base qui étaient consultables beaucoup plus rapidement que si tu devais aller taper sur la base de données à chaque fois pour faire des pages un petit peu des homes qui étaient capables d'absorber le trafic. Mais donc voilà, il y a aussi le côté vivre avec son époque et quand il se passe quelque chose qui correspond à notre activité, être capable d'aller faire en sorte que les journalistes en parlent parce que ça a un intérêt à ce moment-là. Donc pas de marketing pour toi, la partie payante vient après. Je dis pas qu'il faut pas en faire si tu as de l'argent et que tu peux acheter le fait d'être connu plus rapidement, tu peux le faire. Mais la com, ça oblige à un exercice qui est peut-être un petit peu différent, la com. C'est que comme tu n'as pas de moyens, tu dois vraiment être très créatif. Donc tu dois être créatif sur plusieurs choses, à la fois sur tes messages, évidemment, parce qu'il faut que tes messages soient presque autoportants, parce que tu vas pas pouvoir les pousser. Il va falloir qu'ils marchent tout seuls. Qu'ils soient viral. Voilà, il faut que tes messages ils soient directement compris, intéressants, parce que tu vas pas pouvoir forcer l'exposition aux gens. Tu veux qu'ils aient leur vie tout seuls, il faut qu'ils soient bien positionnés et pertinents. Et puis après, ça te force aussi à trouver les manières malines d'aller diffuser ton information, qui ne sont pas des manières sur étagère où on te dit, tiens, tu payes 100 € et t'as ça, ou tu payes 1000 € et t'as telle exposition. C'est des méthodes où il va falloir être un petit peu plus créatif. Est-ce que tu fais du networking? Parce qu'on dit souvent les médias, les RP, toute la communication organique, il y a quand même du réseau derrière. Est-ce que tu nous parlais du club pizza des Tortues Ninja à tes débuts? Est-ce que tu fais partie de membership des masterminds? Ouais, bien sûr. Alors, ils peuvent avoir des fonctions différentes. C'est pour ça que quand tu me demandais si j'avais un ou quelques mentors précis en tête, c'est assez difficile parce que justement, moi, je discute avec beaucoup de gens. Donc, il y a plein de petites choses que je récupère de plein de gens avec qui je discute. J'espère aussi apporter des solutions aux gens avec qui je discute. Donc, c'est vraiment donnant-donnant. Mais quand tu fais dans mon livre, je te cite parmi mes mentors, Fred. Tu vois, donc comme quoi ça sert à quelque chose de parler parfois. Merci. Il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant sur le mentorat que tu nous as partagé lors du mastermind de Romain. Tu parlais de ton sparring partner et du fait que pour rester jeune, tu avais trouvé la parade et j'ai trouvé que c'était un modèle très intéressant. Tu nous as dit en fait que tu travaillais souvent en sparring partner, donc en binôme, avec un jeune diplômé qui te permettait d'apporter un regard vraiment nouveau sur ce que tu faisais et qui était en fait dans la fraîcheur de sa sortie d'études, donc avec des méthodes, un regard très frais et neuf. Pour innover, il faut aussi être dans le bon état d'esprit. Pour créer des choses qui sont compatibles avec le monde qui nous entoure, il faut évidemment être à l'écoute de ce monde qui nous entoure pour viser juste, c'est-à-dire lancer quelque chose qui est compatible avec l'époque. Justement, elle est aussi très souvent, en tout cas dans les habitudes ou les nouvelles habitudes ou les signaux faibles qui peuvent se développer, beaucoup plus lisibles dans les comportements des jeunes générations. Donc c'est hyper important d'être très connecté aux jeunes générations. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ça me permet de rester en contact au maximum avec ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que quand tu vois ce que les jeunes font, très généralement, ils lancent des tendances, non seulement parce qu'ils sont prêts à essayer un petit peu tout, donc ils sont beaucoup plus explorateurs que des gens qui peuvent avoir 20 ou 30 ou 50 ans de plus. Entitlement. Voilà. Oui, parce que peut-être que entitlement, on pourrait le traduire par encroûtement, en français, empattement. Disons que ces générations très jeunes sont beaucoup plus à la recherche de choses nouvelles et donc vont explorer beaucoup plus de choses. Et non seulement elles peuvent initier des changements de comportement qui peuvent s'étendre à toute la société, donc on peut détecter les signaux faibles dans leur comportement, mais en plus, ce sont les personnes qui, dans 5, 10, 20 ans, prendront les décisions. C'est la relève. C'est la relève et feront en sorte que ces méthodes-là deviennent aussi une partie du monde qui va se dessiner. Donc c'est très important. Et donc oui, ce que je fais, c'est que je travaille un maximum avec des jeunes. Ouais. J'adore. Tout le temps. Et en binôme avec du coup un en particulier qui est ou même, tu vois, là, sur Dift, la nouvelle société que j'ai montée, si tu prends la moyenne d'âge de l'équipe, sans moi, c'est 26. C'est 26 ans. Et moi, j'ai un petit peu plus, tu vois. Donc avec moi... À peine. Non, mais c'est très important pour moi, ouais. Et surtout tes associés aussi, parce qu'on pourrait se dire « Ah mais oui, c'est les employés, mais même tes associés sont hyper jeunes. » Oui, Georges, le CEO de Dift avec qui je travaille, il doit avoir 27 ans. Clara, elle a 25, 26. Nato, il a 31, je crois. Donc non, voilà, c'est des gens très très jeunes. C'est très important. Parce que justement, on sent bien la société dans laquelle on vit, on la sent mieux. Et puis en plus, ça nous donne des rôles très complémentaires dans l'équipe. Ouais, c'est parfait. Merci Fred pour ton temps. Où est-ce qu'on peut suivre ta nouvelle aventure, Dift? Tu l'as vu, moi j'ai déjà l'autocollant sur mon Mac. Dift. On en a fait
fait gagner d'ailleurs des gifts dans mon post LinkedIn. Je ne sais pas si vous l'aviez vu ou pas. Comment est-ce que tu présentes la boîte et comment est-ce qu'on peut rejoindre l'aventure à notre niveau? Gift, c'est un cadeau. C'est don plus gift. Donc, c'est un cadeau qui est un don. Donc, je t'offre la possibilité, effectivement, d'aiguiller de la valeur financière vers des projets à impact dans le domaine social, environnemental. Et c'est toi qui choisis quand tu reçois le cadeau. C'est beaucoup d'entreprises utilisent. On a déjà plus de 350 entreprises qui sont partenaires en 2 ans d'existence. Donc, c'est beaucoup. On a contribué à aiguiller plus de 10 millions d'euros vers 200 associations. Donc, c'est très, très positif. Et comment on nous trouve? C'est sur dift.com, donc c'est pas très compliqué, hein, dift.com, ça, on est en 4 lettres. Le nom est génial. C'est quand même propre, voilà. Et après, sur le site, tu trouves tout, à la fois ce qu'on fait, et puis pour nous rejoindre, il y a les opportunités qui sont publiées sur le site, pour nous rejoindre en tant que client, partenaire, en tant qu'association, en tant que collaborateur. Donc ça, c'est très facile. Que te dire de plus? C'est ce qui me fait lever tous les matins, Dift, faut voir. Hein. C'est-à-dire que quand on a assimilé le concept, moi, je trouve formidable parce que c'est une manière précurseur, et j'espère vraiment que ça va aider à transformer aussi une partie de la société, de concevoir la générosité, les cadeaux, la manière de s'entraider, la manière de faire société tous ensemble, la manière de contribuer au bien commun. Et ça, c'est vraiment ce qui me donne toute l'énergie, justement, pour revenir à l'énergie. Oh, j'étais sûre qu'il allait reboucler là-dessus, je l'ai senti. Ça me donne de l'énergie. Et c'est prouvé que intarissable. Vivre ou faire vivre des expériences rend plus heureux que les biens matériels. C'est prouvé scientifiquement. Oui. Donc, et même quelque chose de très intéressant, des études de Harvard qui montrent qu'ils ont fait des études avec des groupes différents. Il y a un groupe qui vient, il leur donne $10, et ils leur disent tiens, va t'acheter un truc. Un autre groupe qui vient, il leur donne $10, et leur disent tiens, va le donner à quelqu'un. Et puis après. Tony Robbins. Et alors 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois plus tard, ils font des tests de bonheur. Est-ce que les gens sont heureux ou pas? Ouais. Et c'est incroyable. Bien sûr. Tu vois, oui. la dissociation des groupes, les gens qui ont donné les $10 à quelqu'un d'autre sont plus heureux que ceux qui ont gardé les $10 pour eux et qui ont acheté un objet matériel. Le bonheur est dans le don. Ça m'étonne pas. Merci Fred pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Et puis, il n'y a plus qu'à. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à aller envoyer de la force à Fred sur son nouveau projet, à vous procurer Mission Blablacar ou à aller écouter Les Pionniers sur BFM Télé. À bientôt. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.